On va maintenant aller plus loin avec nos invités, nos experts. Et on va commencer par un grand monsieur qu'on est très honoré et content d'accueillir aujourd'hui, Alain de Vulpian, grand sociologue, grand ethnologue bien sûr, qui est avec nous aujourd'hui. Alain de Vulpian, qu'on va accueillir sur cette tribune et on va vous applaudir. Vous travaillez depuis des années sur justement et avant tout le monde sur ces dynamiques de changement dans les sociétés modernes. Venez nous rejoindre. Oui, ah bah oui. Ah mais très volontiers, j'en serais très honorée. Tac. Le mot grand m'intimide beaucoup, Non, faut pas. D'autant plus que j'ai perdu 15 cm au cours des 10 dernières années. Vous le voyez à ma démarche. C'est triste, mais enfin c'est comme ça. Il y a des animaux qui se métamorphosent. Il y a des larves qui deviennent des chenilles qui deviennent papillons, des têtards qui deviennent grenouilles. Il y a aussi des civilisations, des sociétés qui se transforment très profondément, radicalement, et qui se métamorphosent. Je crois que nous sommes à une époque, on vient de voir toute une série de petits changements, mais ces petits changements sont des signaux faibles de grands changements. Et moi, je vais prendre le problème par le côté grand changement pendant 20 minutes, et puis après, on repassera aux petits changements. Il y a un grand sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias, et qui, dans les années 30, a fait une monumentale étude de sociologie historique pour comprendre par quelle dynamique, par quels enchaînements d'enchaînements la société européenne était passée du stade féodal au stade moderne. Et il a vraiment initié un type de recherche extrêmement intéressant. J'ai eu la chance de commencer à faire des interviews en profondeur d'Européens à l'extrême fin des années 40. J'ai commencé à interviewer en essayant de sentir comment ils vivaient, comment ils changeaient, où ils en étaient, des gens très, très différents qui avaient vécu dans les années 20, 30, et puis j'ai continué toute ma vie à suivre cette piste avec quelques équipes qui m'ont suivi. Et j'en suis arrivé progressivement. J'ai d'abord pensé que nous étions dans un profond processus de modernisation. J'aidais des gouvernants et des entreprises à imaginer leur futur en s'appuyant sur cette information. Puis je me suis dit, c'est plus qu'une modernisation, c'est bien plus profond. C'est un changement de civilisation qu'on est en train de vivre. Et je crois que c'est une très, très profonde métamorphose qui nous emmène ailleurs. Et je vais essayer de vous donner très schématiquement quelques aperçus sur la façon dont marche cette métamorphose. C'est une métamorphose qui nous conduit vers une société plus ouverte, plus libre, moins hiérarchique ou pas hiérarchique du tout, où de l'ordre sort des rencontres autonomes de gens autonomes. C'est dans cette direction que ça va, et la direction est assez nettement marquée depuis peut-être 70 ans. On la retrouve dans tous nos terrains, ce qui ne veut pas dire qu'on y aille vraiment. Rien n'est jamais écrit complètement d'avance. La direction est fortement marquée. Elle serait bienvenue parce qu'elle nous aiderait certainement à relever les défis écologiques et géopolitiques auxquels le XXIe siècle nous confronte. Mais ça pourrait basculer. Et j'aime beaucoup en parler. Je vous remercie de m'avoir invité
parce que je crois qu'il faut qu'on s'occupe de cette métamorphose, qu'on la choigne, qu'on l'aide à poursuivre sans qu'elle diverge. Alors, il y a une dynamique centrale. Quand je serai à 5 minutes du temps écoulé, vous me direz de façon à ce que j'essaye de faire un atterrissage pas trop brutal. Il y a une dynamique centrale de 3 changements majeurs qui se suivent, se déclenchent successivement et qui font système. Il y en a un, c'est une transformation des personnalités des gens ordinaires. Quand Elias avait étudié l'évolution de l'Europe, il avait accordé une grande importance à la transformation des personnalités des élites, qui étaient des élites au temps de la chevalerie brutale, corporelle, émotionnelle, et qui étaient passées à des élites aristocratiques et bourgeoises, rationnelles, je pense donc je suis, intellectualisantes, voire précieux. Eh bien, ce que nous observons, c'est une transformation non pas des personnalités des élites, mais des personnalités des gens ordinaires. Les gens ordinaires, au lieu d'être ce qu'ils étaient encore dans les années 20-30, des individus dans la masse, rationalisés, idéologisés, tout d'un bloc, peu au courant de leurs sensations, de leurs pulsions, de leurs émotions, qu'ils refoulaient, Freud, comme animal. Non, les hommes, on est autre chose que ça. Et par rapport à ça, 2 changements. Dès le début des années 50, dans les terrains que nous faisons, notamment en France et en Suède, nous voyons une jeune génération dans la classe moyenne, des gens de 20 ou 30 ans, 18 à 30 ans, que nous interviewons en 50, 51, 52, 53, on voit quelque chose de nouveau. Des gens qui se mettent à avoir des émotions, à sentir leurs sensations, à être capables de les parler, quand ils parlent de leurs émotions, à en parler d'abord en termes de sensations, d'éprouver. C'est des changements tout à fait considérables. Il y a une cohorte qui est différente. On comprendra progressivement que ça doit tenir au moins en partie au fait qu'ils ont été élevés un peu différemment, dans des familles un peu différentes, des familles qui s'étaient ouvertes. On avait découvert le mariage d'amour. Le mariage d'amour, on l'a découvert dans les années 20 et 30. Et on l'a appliqué de plus en plus. C'est un changement considérable. Les familles dans lesquelles on s'est constitué famille par amour, le climat est différent. Et puis, bon, il y a des tas de changements dans le milieu d'éducation de ces jeunes qui avaient changé, et ça explique probablement ce changement, cette émergence brutale. Et on avait appelé ça, nous, comme il y avait beaucoup de sensualité dans cette affaire-là, on avait baptisé ce courant polysensualisme. Et le polysensualisme a fait son chemin et a gagné l'Europe entière et les États-Unis en quelques dizaines d'années. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai la bouche qui sèche. Mais bizarrement, il se passe quelque chose d'analogue dans la génération des parents. Les parents, ils étaient massifs, obéissants, appartenant à leur catégorie, mais 2 phénomènes deviennent très, très importants. Un de ces phénomènes, c'est la découverte du droit au bonheur-liberté. C'est un héritier des Lumières qui avait cheminé à bas bruit au cours du XVIIIe et du XIXe et au début du XXe siècle et qui prenait de plus en plus d'importance. On avait le droit d'espérer avoir un peu de bonheur et de liberté. On avait le droit, si on était une femme, de se maquiller un petit peu, pas trop. Dans 3 ans, on se maquillera un peu plus, probablement, mais et il y a plein de choses nouvelles qu'on peut gagner.
on s'ouvre à des sexualités un peu plus sympathiques, un peu plus ouvertes. Mais ça, on ne le fait pas tout d'un bloc, tout d'un coup. Il faut gérer sa progression. Pour gérer sa progression, il faut essayer de comprendre un peu ce qui vous apporte quelque chose. Il faut donc commencer à s'intéresser à soi-même, à ses vraies émotions, à ses pulsions, commencer à les comprendre. Et puis on regarde les autres. Ah, oh non, une jupe aussi courte que ça, elle exagère, elle va trop loin. Moi, j'irai un peu moins loin. Et on regarde et on s'ajuste progressivement. Et il y a un deuxième phénomène qui est du même type, c'est qu'on découvre le standing. On était à sa place. On commence à avoir le droit de bouger, de progresser dans les années 50, 60. C'est éclatant. On peut avoir le chauffe-eau au gaz au-dessus de son évier. On n'est plus condamné à l'eau froide ou à la grande marmite qu'on fait chauffer sur le feu. Mais on peut espérer gravir quelques échelons, mais c'est seulement quelques échelons. On se regarde, on regarde les autres, et en 20 ans ou 30 ans, ce type d'évolution de « j'étais à ma place, je ne bouge pas, je suis ce que je suis », vers j'avance doucement, je fais quelques pas, je recule un tout petit peu, etc., change profondément la personnalité des parents. Ils deviennent, eux aussi, plus personnels, plus émotionnels. Et alors, je vais caricaturalement, on passe d'une société où on était avant tout branché sur son cerveau rationnel, on interprétait tout en termes de rationalité, à des personnalités où on conserve son cerveau rationnel, on l'améliore même parce qu'on fait des études de plus en plus poussées, etc. Mais on ouvre, à côté de ça, son cerveau émotionnel, son cerveau relationnel, voire son cerveau spirituel. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire et si les délimitations entre ces cerveaux sont claires. Elles ne sont pas très claires. Mais quand on interviewe en profondeur des gens, on se rend très bien compte quelles sont les intelligences qu'ils mettent en œuvre et qu'ils ouvrent. Ça, c'est une des grandes, très très grandes transformations qui va se poursuivre, qui est visible très clairement dès les années 30 et qui se poursuit. Nous continuons à ouvrir notre cerveau, à développer ses potentiels. Ces gens, ils sont de plus en plus, années 70 maintenant, ces gens qui ont déjà progressé dans ces directions, ils ne sont pas à l'aise dans la société préformatée, avec ces grandes catégories, ces conventions bien établies, ces choses qu'on doit faire et qu'on ne peut pas faire, etc. Et ils ont envie de se tirer, ils ont envie d'autre chose. Alors, les jeunes dont j'ai parlé d'abord, ils vont se tirer de façon éclatante, et c'est les phénomènes de 1965, 68, les hippies, et partout en Europe et aux États-Unis, ces explosions. Les parents, ils vont se tirer aussi, mais ils vont le faire sur la pointe des pieds, doucement, progressivement. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont quitté les grandes appartenances, les classes sociales, les partis politiques, les religions, ils vont se sentir tout seuls, mais ils sont de plus en plus émotionnels. Ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de connexion, ils ont besoin d'insertion. Tout seul, c'est insupportable. Et ils se connectent, se déconnectent, se reconnectent et se redéconnectent. Et ils se forment des réseaux de proximité de plus en plus vivants. La famille, il y a des membres de la famille qu'on ne voit plus parce que finalement, ils ne sont pas sympas. Et puis, il y en a d'autres qu'on voit beaucoup plus. Puis, on y ajoute quelques amis qu'on a découverts. Et ça fait un sacré bon réseau de proximité. Ça vit, ça bouge. Et commence à se former une société en réseau, fluctuant, mouvant, qui enchevêtré, auto-organisé. Alors, c'est un mot extrêmement important, pas organisé d'en haut, auto-organisé et
un autre mot important, autorégulée, qui se régule elle-même. Ce n'est pas des chefs qui disent faut casser le réseau à cet endroit-là et l'allonger à tel autre. Non, ça se fait. Alors, deux mots absolument fondamentaux pour les modes de vie. Auto-organisé, autorégulé. Vers 1980, il se produit un autre phénomène tout à fait essentiel, c'est que ces gens qui ont besoin de connexions, de renforcer les connexions, d'affaiblir d'autres connexions, de s'informer sur des connexions, ils découvrent que l'informatique pourrait être différente de ce qu'elle est, pourrait ne pas être de gros ordinateurs hiérarchiques, massifs, etc., mais pourrait devenir des micro-ordinateurs. Et puis que ces micro-ordinateurs pourraient entrer en communication entre eux. Et il y a une fabuleuse invention, série de découvertes techniques qui mettent au point les ordinateurs personnels, les Internet, bien évidemment, et tout ce qui sont les téléphones portables qui vont ensuite apparaître. Et ceci fait couple avec les deux évolutions, celle des personnalités et celle du tissu social que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça fait un ensemble où chacun des facteurs alimente les autres et cette évolution prend un volume tout à fait considérable. Notre société, on ne s'en rend pas très bien compte, mais notre société n'est plus du tout la même qu'il y a 40 ans. En 40 ans, nous avons changé profondément, profondément. Alors, le fait d'avoir, on n'a pas tous, ici dans cette salle, nos 4 cerveaux grands ouverts. Certains en plus, d'autres en moins. On peut avoir des cerveaux ouverts qui ne communiquent pas entre eux. Mais quand on a des cerveaux ouverts qui communiquent entre eux, quand mon cerveau rationnel se dit « je ne comprends pas, pourquoi est-ce que ma petite amie s'est tirée? Qu'est-ce qui s'est passé qui nous a séparés ?» La rationalité se met à explorer le relationnel et l'affectif. Et ça nous fait bouger d'une façon colossale. Alors, je n'insiste pas, mais je voudrais quand même noter 2 ou 3 évolutions tout à fait importantes. On découvre qu'on a plus de cerveau qu'on le croyait. On découvre qu'on est, certains disent, plus intelligent qu'on ne le savait. On découvre qu'on s'enrichit. Pas tout le monde, tout le temps, mais souvent, on découvre qu'on s'enrichit, qu'on fait des découvertes, qu'on grandit. Et ceci d'autant plus qu'on est de plus en plus dans une société imprévisible, une société qui n'est pas prédéterminée. On se retrouve dans des sociétés pas tellement différentes de celles des chasseurs-cueilleurs, où il fallait s'adapter à l'imprévu. Il y a beaucoup d'imprévus dans notre société. Et en s'adaptant à l'imprévu, on s'aperçoit qu'on grandit, qu'on s'épanouit. Alors, ça, c'est quelque chose de très important comme évolution. La coexistence de nos cerveaux, l'empathie se développe. Nous sommes de plus en plus capables de renifler ce qui se passe, de comprendre la personne qui est en face de nous, d'anticiper la façon dont elle va réagir si on fait certaines choses. Nous devenons... On sent, alors on ne le sait peut-être pas intellectuellement, mais nous sommes beaucoup plus nombreux à sentir que la vie est système, et complexité et système. On sent la complexité des relations. Et on est de plus en plus capable de sentir comment un système social peut évoluer. Et si on pressent la façon dont il peut évoluer, eh ben on commence à sentir où on pourrait appuyer pour l'aider à évoluer. Et on devient, pas tout le monde, mais de plus en plus d'entre nous deviennent j'appelle volontiers des agents de changement, des compétences pour faire bouger les choses. Alors pas par autorité, parce que par autorité, dans ce contexte-là,
ça ne marche pas du tout, ça fabrique plutôt des effets pervers qu'autre chose, mais par habileté sociale spontanée. À partir de... En 1982 ou 83, il y a eu une réunion avec nos collègues américains à Paris, et on s'aperçoit que, sans qu'on soit en contact, on s'est aperçu que vraiment cette année, il y a un truc qui démarre, aussi bien aux États-Unis qu'en France et en Suède, c'est une quête de sens. Avec leur cerveau de plus en plus riche, ils se rendent compte que ça n'a plus de sens. La consommation, la course à la consommation, ça donnait du sens, mais ça n'en donne plus. C'est peut-être bien de consommer, mais enfin, c'est pas ça qui me donne l'impression de sens. Quant à Dieu, il y a beaucoup de gens pour qui il n'y a plus de Dieu. Il n'y a pas de sens. La nation, non, ça n'a plus de sens. La classe ouvrière, non, ça n'a plus de sens. Et alors, où est-ce qu'on trouve du sens? Eh bien, on trouve du sens si on est arrivé à apporter un plus de bien-être, un plus d'épanouissement dans les réseaux qu'on aime bien, les réseaux dont on est proche, ou dans des grands systèmes. Viscéralement, faire en sorte que son entreprise marche un peu mieux ou son service marche un peu mieux et que les gens y soient plus épanouis, plus heureux, ça donne du sens. Il y a une grande évolution qui va de la bagarre vers l'harmonie, de la compétition vers la coopération, de la maximisation vers l'optimisation. C'est des mots importants que je viens d'utiliser là. C'est des évolutions viscérales qui sont des porteurs d'une nouvelle morale, qui sont en train de s'implanter dans notre société. Alors, je crois qu'en catimini, sans qu'on s'en rende vraiment clairement compte, à moins d'y porter vraiment attention, une société des gens, une société faite de gens, est en train de se construire et de prendre un grand pouvoir à côté de la société dont nous avions l'habitude, où il y a des pyramides, des chefs, des structures, rien qu'en vivant, une quantité de gens ordinaires font émerger de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de consommer. Vos petits films tout à l'heure, ils sont là. C'est pas par hasard que ces évolutions se produisent. C'est parce que les gens, spontanément, s'y sentent bien. Ils ont, beaucoup d'entre nous, ont tout simplement d'abord envie de contribuer à ce que ça se passe bien dans la vie proche, dans le petit groupe, la famille, les copains, et dans ce domaine-là, notre société va bien. Depuis 20 ans, dans des tas d'enquêtes, nous entendons dans tous les pays d'Europe et aux États-Unis à peu près la même chose. Oh, la société va mal, ça fout le camp, c'est dégueulasse, on va à la catastrophe. Et vous, ah ben moi ça va, merci. C'est merveilleux. C'est triste et merveilleux. Et si on arrive à faire passer le ça va bien pour moi plus largement, on aura fait un grand pas, mais on n'en est pas là. Ils ont comme des centaines de millions de fourmis, rien qu'en cherchant à améliorer son quotidien, notre société devient un peu plus épanouie, un peu plus hédoniste, un peu plus au niveau de la base. Et puis il y a aussi beaucoup d'entre nous qui demandent plus que ça. Notre société ne va pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on la fasse changer.
il faut qu'on améliore la façon dont ça se passe dans mon entreprise, où vraiment, avec toutes ces procédures partout, on n'arrive plus à respirer. Et partout, il faut que ça change. Alors, on se connecte avec des gens avec qui on se met d'accord pour changer dans telle direction. On crée des associations, on crée des think tanks, on met en coopération plusieurs entreprises et avec quelques associations. Et finalement, depuis l'an 2000 tout particulièrement, il s'est développé des milliers de nouveaux animaux. C'est des drôles d'organisations, c'est quelquefois informel, c'est quelquefois formel, ça fait quelquefois du fric, c'est quelquefois complètement indépendant du fric. C'est une floraison de bidules en tout genre qui contribue à faire évoluer notre société vers plus d'épanouissement, plus d'harmonie. C'est énorme. Je veux dire, on n'a pas fait de recensement des nouveaux animaux et de leur vitesse de propagation. Il faudrait le faire. Et je veux dire, si on avait le temps, on pourrait demander à chacun d'entre nous de réfléchir. Est-ce que vous participez à des nouveaux animaux, formels ou informels? Combien? Combien? Bon, non, je participerai. Ah si, tiens. Ah oui. Et vous en découvrirez beaucoup. On ne va pas faire ce jeu, on n'a pas le temps, mais vous pouvez le faire personnellement, vous verrez, ça va loin. Alors, il y a... Vous avez compris qu'il y avait tout à l'heure, j'ai parlé d'un couplage entre la micro-informatique interpersonnelle et le mouvement de société, qui a été un push formidable, un accélérateur formidable des évolutions dont je vous parle. Je crois qu'il y a un nouvel accélérateur qui est en train de se mettre en place. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça m'a l'air d'être très bien... Ça commence à être très bien établi. Il y a des parentés entre ce que peuvent apporter les big data et l'Internet des choses, d'un côté, et les besoins d'évolution de notre société à des niveaux pas tout petits, justement. Nous avons des besoins d'autorégulation. Des besoins d'autorégulation énormes. L'autorégulation, elle fonctionne assez bien au niveau des petites cellules. Ça fonctionne tout seul, comme dans les tribus, les clans de chasseurs-cueilleurs. Mais dès qu'on passe à la grande société, ça ne fonctionne plus du tout. Et il est probable que la combinaison des big data et de l'Internet des choses peut, entre autres, répondre à ce manque. Ils peuvent apporter des tas de catastrophes aussi, bien évidemment. Mais, alors, bah, voilà, je dois avoir parlé déjà très longtemps. Je ne sais plus, tellement c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais... Oui. Je crois que là... Oui, il faut vous dire ça quand même, parce que c'est assez important. Je crois que cette société que j'ai essayé d'évoquer de façon un peu cavalière et brutale, elle est dirigée vers l'installation d'une sorte de démocratie sociétale. La métamorphose, elle va vers une démocratie sociétale. Les gens veulent faire par eux-mêmes. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. De plus en plus, nous voulons faire par nous-mêmes. Nous ne voulons pas qu'on nous impose, qu'on nous commande, qu'on nous brutalise. Nous voulons choisir en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous voulons des autres, des gens que nous aimons et que nous n'aimons pas. La structure de cette société que je viens d'évoquer, c'est une structure qui ressemble à celle de notre cerveau. Des millions de personnes, comme des millions de neurones, communiquent avec des millions de neurones, forment des sous-systèmes, des sursystèmes, imbriqués,
jamais tout à fait fixé, jamais complètement anticipé, jamais organisé d'avance, qui bougent, changent, se font, varient en fonction du vécu, des circonstances, sans qu'il y ait rien qui soit un chef permanent. Il n'y a pas de chef de notre cerveau. Le cerveau est peut-être le chef de beaucoup de choses, mais dans le cerveau, il n'y a pas de chef. Il y a de temps en temps un module qui prend, sur un certain processus, un rôle dirigeant. Et puis, le coup d'après, c'est plus lui, c'est un autre. Et c'est de l'ensemble des interactions que sort la direction qu'on prend à un certain moment. Et nous savons maintenant que nos cerveaux sont extraordinairement plastiques. C'est du reste pour ça qu'on peut, dans une certaine civilisation, avoir un cerveau qui fonctionne d'une certaine façon et d'une autre façon dans une autre civilisation. Eh bien, nous allons probablement vers ce genre de société. Mais on n'y va peut-être pas. Je veux dire, ça peut se casser la figure. Il y a eu, si on regarde les grandes entreprises, dans les années 70 et 80, j'ai travaillé pour un très grand nombre de grandes entreprises européennes, américaines. Pas mal d'entre elles étaient tout à fait à l'affût, avaient un regard à moyen et long terme, et étaient tout à fait à l'affût de l'évolution de la société et des consommateurs, et cherchaient à l'anticiper. Et puis, il est arrivé la financiarisation du capitalisme. Et une grande quantité de ces entreprises se sont décentrées du moyen et long terme, se sont centrées sur la profitabilité pour l'actionnaire à très court terme, et se sont déconnectées des évolutions de la société, et ont freiné la métamorphose. Et continue, moins maintenant qu'il y a 10 ans, mais continue encore à la freiner. De même, la démocratie telle que nous la pratiquons, représentative, partisane, hiérarchique, tutélaire, ne correspond pas du tout au vécu de ces gens ordinaires et de cette société des gens dont je vous ai parlé. Ils sont très mal à l'aise dans ce système politique, et ce système politique ne s'est pas embrayé avec cette société. Ils ne savent pas la commander, ils ne peuvent plus la commander, ils voudraient bien, mais ils ne peuvent plus la commander, et ils ne savent pas encore la faire bouger. Ils n'ont pas encore appris à catalyser les évolutions potentielles. Tout ceci ralentit la métamorphose. Je crois qu'il faut qu'on soigne la métamorphose. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, c'était relativement prodigieux, je crois. C'était époustouflant. Vraiment, merci beaucoup.